Clément, bonjour. Bonjour Issam. Euh, Tout simplement pour commencer, je te laisse un peu peut-être te présenter. Ok, je m'appelle Clément, j'ai 24 ans. Je suis né à Paris 17 et j'ai vécu toute ma vie dans un petit village de 500 habitants qui s'appelle Grésy-les-Plates. Et je m'apprête en avril 2022 à commencer une aventure un peu folle qui est celle de parcourir les 15 000 km séparant Paris de Hanoï à vélo. Pourquoi? Tout simplement pour lever des fonds pour une association qui s'appelle Mekong Plus. Et ainsi, tous les fonds récoltés vont permettre l'achat de vélos en bambou pour que les enfants des régions reculées du sud du Vietnam et du Cambodge puissent aller à l'école. D'accord. Donc oui, une idée folle un peu, ouais. En fait, c'est une idée qui m'est apparue assez tardivement. D'ailleurs, c'était en mai et j'étais en train de courir. Et à la fin de ma course, dans une grande montée, j'écoute un poète des temps modernes, belge, en la personne de Damso, que j'admire énormément d'ailleurs. et, euh, et dans une de ses chansons, il dit J'ai tout réussi, je n'ai plus de quête. Et bizarrement, ça a fait écho en moi. J'ai commencé à réfléchir c'est quoi ma quête? Et à ce moment-là, en fait, j'avais fini mes études, donc j'avais fini mon parcours d'histoire Sciences Po. Et je me retrouvais dans une situation où j'étais en capacité de faire un choix qui allait déterminer ce que j'allais faire ensuite. Donc soit j'allais continuer dans la voie classique et continuer mes études, faire un master, tout ça. Mais au fond de moi, je sentais que je n'en avais pas forcément envie. Soit je faisais quelque chose qui me ressemblait plus, mais j'avais pas forcément une idée précise. Et donc en réfléchissant à ces questions, je me suis commencé à poser, j'ai commencé à me poser d'autres questions, et notamment celle de si je mourais demain, euh, est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait une aventure comme moi je voulais la faire aussi d'une certaine manière. Et donc là, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire un truc qui me ressemble, où je peux lier un peu toutes mes passions. Mais ce truc, il doit être. C'est quelque chose que je voyais comme où j'étais pas le seul acteur en fait. Ça devait être quelque chose où je faisais quelque chose pour les autres. Parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose pour les autres, mais je l'ai jamais vraiment fait d'une certaine manière. Je savais pas peut-être Ouais, j'aurais pu comment le faire. mettre en œuvre Ouais. Là, c'était vraiment un moment où je me dis, ok, je vais faire quelque chose qui me ressemble, qui va lier ma passion de la photographie, de l'écriture, du voyage, du défi. Parce que moi, ce que j'aime dans le sport, c'est quand je commence à souffrir. Parce que c'est là où je commence à prendre du plaisir aussi. Et faire quelque chose pour les autres. Et donc là, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui faisait quelque chose à vélo. Et je me suis dit, en fait, là, ça ressemble à ce que je veux faire. Ça ressemble à la liberté que j'ai envie d'acquérir. Et je pense qu'en y réfléchissant, en fait, c'est quelque chose qui est venu aussi avec le confinement. Par exemple, tout simplement, où le premier confinement, j'ai recommencé à faire du sport, j'ai commencé à courir, j'ai recommencé à avoir un mode de vie sain. Et j'ai commencé à apprécier le fait qu'on ait plus de temps pour soi et d'être maître de son temps et de ses actions. Et je pense que inconsciemment, c'est rentré dans ma réflexion et je me suis dit, ok, tiens, je vais faire un Paris-Shanghai à vélo. Mais ça avait vraiment, d'une certaine manière, ça n'avait aucun fondement. Parce que j'ai jamais fait énormément de vélo. Je pense que je suis un aventurier, j'aime aller à la rencontre des autres, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment exercé de manière concrète. Et donc le soir où j'ai eu cette sorte de révélation, j'avais été pris aussi dans un master au Portugal et dans un master en Italie. Et j'ai décidé de tout annuler pour partir sur ce projet. Et j'en ai parlé à mes parents le lendemain matin. Et là, on est début 2019, 2020. Non, on est mai 2021. Ouais, mai 2021. Ouais, donc carrément. Ah oui, c'est ok, donc vraiment arrivé tard. Ok. Mai 2021 et c'est vraiment arrivé tard. Et même quand j'ai pris cette décision, je me suis dit, parce que je suis quelqu'un qui souvent peut se laisser porter par son enthousiasme et qui va peut-être parfois prendre des décisions hâtives. Mais là, je me suis dit, ok, ça c'est un projet de vie, je sais qu'au fond de toi tu le veux, et donc si tu veux vraiment le mettre en place, tu dois en parler et tu dois faire les choses. Donc 3 jours après, j'ai commencé à chercher un rendez-vous, un travail
Et je suis arrivé au Café Marly pour gagner de l'argent parce que je me dis, ok, si jamais je change d'avis, au moins me donner les moyens de réaliser ce projet en gagnant de l'argent de mon côté parce que c'est comme ça me laisse le temps, ça me fait gagner du temps pour réfléchir. Donc voilà, c'est parti de ça et de fil en aiguille, bah, ça a commencé à prendre de l'ampleur. J'en ai parlé autour de moi, il y a eu énormément de gens qui ont été enthousiastes par rapport à ça. Et je pense que d'une certaine manière, ça m'a porté, ça m'a permis de prendre la chose encore plus au sérieux. Et, euh, et donc, euh, et donc ça a commencé à se faire et c'est devenu petit à petit une réalité. Oui, c'est un voyage seul, mais au final, tu es accompagné quand même de Ouais, tous ces gens qui sont derrière toi et qui te. bah, Qui te... exactement. Enfin, là, tous les messages que je reçois, on me donne une force incroyable parce que je me suis retrouvé très vite face à mes propres lacunes, face à mes propres Lesquels, manques. par exemple Par exemple, dans l'organisation, je suis quelqu'un qui s'est assez désorganisé. Et en fait, je me suis rendu compte que pour organiser un tel voyage, eh ben, il fallait une organisation de fou, que ça coûtait de l'argent, que en fait, il y avait des acteurs auxquels je pensais pas au début qui allaient être impliqués, et qu'en fait, il fallait pour que ce soit une réussite, il fallait que ce soit structuré. Et donc ouais, ça, je me suis retrouvé alors que, je suis pas du tout comme ça, mais je me suis retrouvé à combattre mes propres démons d'une certaine manière. Et je pense qu'en fait, même juste maintenant, ça a été. Pour moi, c'est déjà une première victoire. Enfin, c'est pas encore fait, mais c'est déjà une première victoire d'en être en arrivé jusque-là et de me dire, ouais, ben, en fait, c'est dans 2 mois et c'est concret et je vais arrêter peut-être de rêver ma vie, mais plutôt genre vivre mes rêves. Et donc, ça, c'est depuis que vraiment je sais que c'est concret et que ça va être là, j'ai l'impression d'être intouchable. En fait, j'ai trouvé le cap, l'objectif qui me manquait pendant mes études, qui me manquait pendant toutes ces années où je le faisais pour le faire et non pas parce que j'avais un objectif précis. Et le fait d'avoir cette association qui est au bout, bah en fait ça me pousse encore plus, ça me donne encore plus de force justement pour faire les choses bien et réaliser ce projet le plus pleinement possible. Oui, puis tu fais ça, enfin, il y a quand même une avancée personnelle dans ce projet, parce que tu pars seul, tu sais pas trop là où tu vas mettre les pieds, où tu vas dormir, qui tu vas rencontrer. Ouais, c'est D'ailleurs, ça, tu vois comment un peu la barrière de la langue, Bah en fait, ça, je pense que je réalise pas encore. Ouais. T'en as peur un petit peu? Bah, j'ai eu ma première peur. Je pense que jusqu'à maintenant, j'ai pas réalisé l'ampleur du projet parce que je le construis sur le papier. Je construis l'itinéraire et il y a un truc excitant à construire un itinéraire parce que je suis passionné d'histoire et j'ai un héros. Enfin, j'ai étudié Alexandre le Grand l'année dernière et j'ai vu un documentaire Arte qui m'a passionné. Et je me suis dit, waouh, le mec est chaud. Ça y est, tu vas partir avec ton cheval. Et... Du coup, genre, mon vélo, je vais l'appeler, il s'appelle Bucéphale, ouais. en hommage. Et en fait, c'est vraiment, ça s'est construit sur des pays sur lesquels j'avais envie d'aller. Et c'est vraiment un accomplissement dans une sorte de niche de tout ce que je voulais faire. Mais je pense que juste pour rebondir sur la barrière de la langue, je sais pas encore. Je pense que j'ai ce côté en moi qui est assez associable, aller vers l'autre, peu importe le barrière de la langue. Donc je vais essayer de trouver quelques tricks. Bon, j'aurai la technologie qui peut m'aider, donc je pense que ça va me servir à quelques moments. Mais par exemple, je vais essayer d'amener un jeu de cartes, justement pour briser la glace. Et je pense qu'il y a ce langage commun où si on est naturel et si on voit qu'il y a une certaine bienveillance, et bah, ça va être des relations de cœur à cœur. Et je pense que je vais être émerveillé par la générosité humaine que je vais rencontrer. Et je pense que c'est quelque chose qui me drive, qui me rend encore plus heureux de faire ce projet. Mais je sais que d'un autre côté, je vis des galères multiples, mais ça fait partie du voyage, ça fait partie du jeu. Et il y a un côté qui m'attire vraiment dans tout ça. Je te connais un peu, je sais que ça va, au niveau anglais tu te débrouilles bien, donc il y aura moyen je pense, de te rattraper. Tu pars pas nu? Non, je pars avec un certain bagage et puis après j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont tout de suite enseigné cette ouverture d'esprit d'aller vers l'autre, de ne pas en avoir peur et surtout de respecter. Ce que me disait ma mère tout le temps, c'est fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Et je pense que c'est une maxime, en tout cas c'est une phrase qui est longtemps ancrée, depuis longtemps ancrée dans ma tête et qui guide un peu ma manière de faire les choses.
Et, euh, et je pense que ça va se ressentir pendant le projet et pendant le voyage. Et il y a un côté où ouais, j'ai vraiment, en fait, j'ai hâte. J'ai hâte. Et J'ai vraiment hâte. tu me parles de tes parents. Donc quand Mhm. tu leur as annoncé un peu que tu allais partir comme ça pendant plus d'un an en vélo, ils l'ont pris comment? Bah, ils me connaissent, ils savent très bien que souvent je fais des choses sur un coup de tête. Ouais. Donc j'ai plutôt deux réactions. J'ai eu la réaction où ils se disent ouais c'est génial. Mais tout de suite après, ils sont Clément, on te connaît. Par contre, tu fais un projet comme ça, tu le construis. Ouais. On va te supporter à fond, mais il faut que ce soit quelque chose de cadré Ouais. parce que tu peux pas faire ce voyage juste pour voyager. Et là, ils ont totalement raison, ils m'ont poussé aussi à être plus organisé, à avoir une certaine structure par rapport à ça. Et donc, c'est parce que, in fine, mon truc, c'est que je voulais pas faire voyager que pour voyager, parce que c'est quelque chose en fait qui manquait un peu de sens pour moi. Et donc, il fallait quelque chose qui soit aussi en accord avec les problèmes, enfin en tout cas les enjeux de notre génération. Donc c'est pour ça aussi que le vélo est assez rapidement arrivé dans ma tête, parce que déjà il y a ce défi sportif, il y a cette capacité à être maître de ses actions et maître de son temps, puisque j'ai retrouvé avec le confinement, puisque je trouve absolument génial. Enfin, c'est une certaine liberté euh, où je vais pouvoir prendre le temps, vraiment profiter. Et il y a aussi le fait que ce soit un moyen de locomotion écologique, Mhm. qu'il y ait moins d'empreintes carbone possible, qui va peut-être, j'espère aussi, si mon voyage est une réussite et si j'arrive à interagir de la manière dont j'aimerais avec ma communauté, peut-être inciter d'autres gens à faire ce type de voyage, à prendre un vélo et peu importe la distance et juste et apprendre une autre manière de voyager tout simplement, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a des zones peut-être à risque que tu vas traverser? Parce qu'il me semble qu'il y a un peu des guerres. Donc à l'origine, je voulais faire un Paris-Shanghai. Mhm. Et puis je voulais passer tu vois, à la frontière de l'Afghanistan par le Tadjikistan, enfin le Kirghizistan et tout ça. Mais il y a eu le conflit afghan qui est arrivé. Ouais. Et donc ça m'a amené à repenser la trajectoire de ce périple. Et oui, donc pour l'instant, l'idée c'est de faire France, Allemagne, Autriche, Serbie, Hongrie, Serbie, Bulgarie, Turquie, parce que j'ai toujours voulu aller en Turquie. Je trouve que c'est un pays magnifique, enfin, c'est un pays qui est chargé d'histoire. Euh, Notamment, il y a une région qui m'attire énormément, c'est la Cappadoce. Ouais, tu m'en as parlé. Parce que enfin, c'est des maisons, enfin, je trouve que c'est des paysages incroyables. Mais je pense que aussi, il y a quelque chose où je suis foncièrement attiré par la beauté. Et là, c'était vraiment enfin, des maisons dans la Groche. Et j'ai Mhm. ce balai de montgolfière aussi dans le parc national de Gorémé, euh, qui est assez extraordinaire. Et j'ai toujours rêvé d'aller là-bas, mettre ma chaise pliante et juste lever le soleil, regarder ce balai se défiler devant moi. Et c'est quelque chose que je sais que je vais m'apprêter à vivre. Donc c'est que du kiff. C'est que du kiff. Donc l'assaut qui va te suivre dans ton aventure, Mekong Plus. Ouais. Euh, Pourquoi cet assaut? Mais en fait, j'ai très vite regardé plusieurs assos qui avaient des actions dans l'Asie du Sud-Est. J'ai regardé Enfants du Mékong, Poussière de vie, qu'un mec qui a fait le même type de voyage avait choisi pour aider. Et Mekong Plus. Mhm. Et en fait, il s'avère qu'il y a ma petite sœur qui est partie au Vietnam il y a 2 ans et qui est au conseil d'administration et qui m'a un peu parlé de leur fonctionnement. Et j'ai trouvé que en fait, c'était très intelligent parce que dans l'asso que je recherchais une asso qui est une structure déjà établie parce que pour moi c'est important, même vis-à-vis de ma communauté, de ceux qui vont donner des fonds ou quoi que ce soit, qu'il y ait une transparence vis-à-vis de ça et dans leur manière de fonctionner. C'est-à-dire ils fonctionnent sur un système de microcrédit. Donc pendant maximum 6 cycles de 6 mois, ils vont allouer une somme d'argent, un crédit à une famille ou à un village. Pendant ces 6 mois, ils vont les former par exemple avec l'accompagnement d'assaut local à l'agriculture durable, un type d'éducation pour qu'ils puissent aller au lycée, toutes les choses comme ça. Et au bout d'un cycle de 6 mois,
la famille ou le village doit rembourser le microcrédit, mais il garde les bénéfices. Et donc au bout de ces 6 cycles, le but est que la famille ou le village soit capable de créer ses propres richesses par rapport aux capacités qu'ils ont acquises. Donc il y a une sorte d'autonomisation locale que moi je trouve très intelligente parce que ça permet vraiment de développer quelque chose sans pour autant avoir la mainmise et de laisser au pays, ce qui appartient au pays d'une certaine manière. Je ne sais pas comment l'expliquer de manière claire, mais Oui, c'est une sorte de tremplin de. ouais, c'est une aide. C'est pas une asso qui vient. Oui, juste C'est une aide, pour, mais c'est pas une aide qui va mettre son grappin dessus. C'est une aide qui va permettre justement un développement futur et autonome. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très important. En fait, l'éducation, pour moi, c'est vraiment un thème qui me tient vraiment à cœur. Je pense que même pour les leaders de demain et les enjeux qui nous attendent de notre génération et des générations futures, si on veut les régler, ça passe par une éducation et que tout le monde ait la chance de pouvoir étudier ces problèmes, parce que ça ne va pas être forcément le problème premier de certaines parties du monde, parce qu'il y a des réalités qui font qu'il y a des problèmes plus importants, mais qu'il y ait cette notion de problème global qui nous touche tous et qu'on doive le régler ensemble. Et c'est quelque chose qui, pour moi, l'éducation doit permettre d'avoir cette vision-là. Et donc, tous les fonds récoltés vont permettre l'achat de vélos en bambou pour que les enfants reculés du sud du Vietnam et du sud du Cambodge en fait, puissent aller à l'école et notamment au lycée. Parce que le Vietnam, c'est un pays où le système éducatif est vraiment bien en place. C'est-à-dire il y a 96% des enfants qui sont scolarisés jusqu'à leurs 12 ans. Mais le problème, c'est que dans ces régions-là, à cause de la distance qui sépare de leur maison jusqu'au lycée, qui est souvent dans une ville et plus dans les villages, et il y a une vingtaine de pourcents de cette population rurale qui va s'arrêter là pour aider leur famille. Et à cause d'une certaine distance, donc l'achat de ce vélo en bambou va permettre, à moindre échelle, mais à petite échelle quand même, de pouvoir amener quelques écoliers à l'école. Et par exemple, pour 15 000 € récoltés, ça permettra la construction de 300 vélos en bambou. Okay. Tu te sens comment à 2 mois du départ? Moi, j'aimerais savoir dans quel état tu te sens, comment tu appréhendes en fait ce voyage. C'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que je pense que c'est vraiment depuis que j'ai lancé un peu ce projet en place publique, j'ai 2 sentiments assez paradoxaux qui combattent en moi. Il y a cet excitement de la date qui se rapproche, mais il y a cette peur aussi le fait de se rendre compte de l'énormité un peu de ce projet, chose à laquelle je pense que je fais pas totalement, en tout cas je suis peut-être un peu dans le déni, mais je vois pas encore, je réalise pas. Et j'ai eu, c'était juste samedi dernier, j'ai eu, je pense que pour la première fois, j'ai eu une peur soudaine qui arrivait. J'allais jouer au ping-pong avec des amis en plein milieu de Paris. Et il faisait beau et je me dis waouh, en fait dans 2 mois, je vais être seul. Et il y a cette peur peut-être de la solitude, alors que j'aime bien la solitaire comme j'aime bien rencontrer des gens, mais il y a cette peur de solitude chronique qui arrive par phase, en fait. Et donc je sais pas comment ça va évoluer, mais le fait de continuer à construire mon projet, ça me permet de pas laisser cette peur me gangréner et de vraiment voir les choses du côté positif finalement. Et tu penses pas justement que cette solitude elle peut être constructive ou justement plaisante finalement? Si, je pense que je veuille ou pas, je vais énormément apprendre sur moi-même et que je vais évoluer, et même si je me considère par phase comme quelqu'un de solitaire, mes amis ne seront pas forcément d'accord, sachant que je suis
considéré comme celui qui va le plus vers les gens, qui a cette capacité sociale assez grande. Mais j'aime beaucoup me retrouver seul, prendre du temps, réfléchir, me poser des questions. Et donc si, ça va me permettre peut-être d'acquérir de nouvelles capacités et de transformer en fait plus ces questions qui sont des doutes sur moi-même, sur peut-être un manque de confiance, en certitude. Finalement, parce que je serais obligé de continuer à avancer. Et je pense que c'est ça aussi qui est beau dans ce voyage, et peut-être que inconsciemment je recherche, c'est de me dire que même quand tu as des doutes, faut pas qu'ils soient retiennent, faut pas qu'ils te liquéfient, mais il faut qu'ils soient bénéfiques et qu'ils te permettent d'avancer par la suite. Donc je pense que c'est de cette manière que je vais m'en servir. Mais on verra, je sais pas, je C'est connais sage, pas. c'est sage. On verra. Ok. Tu as peut-être des inspirations, je sais pas, des gens que tu connais ou des youtubeurs qui t'ont inspiré justement pour ce voyage, qui t'ont peut-être donné l'idée ou je sais pas. Moi, pour le voyage, j'ai pas mal regardé de documentaires. Je pense que Into the Wild, ça a été, quand je l'ai vu, en fait, je me souviens déjà j'étais un grand fan de la bande son et des paysages qu'il montrait, même si l'histoire reste un peu triste. Enfin, le fait qu'il était capable de tout quitter pour justement vivre la vie qu'il avait envie de mener. Je pense que c'est en y repensant de temps en temps, je dis ah ouais, ça a peut-être joué un rôle. Mais puis après, plus récemment, il y a une personne que j'aime beaucoup regarder dans sa manière de faire les choses. C'est quelqu'un qui s'appelle Alexandre Gigot. C'est une sorte de vadrouilleur et je me retrouve un peu en lui parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver un peu dans des situations loufoques et j'admire énormément son audace, son culot et le fait qu'il reste naturel en fait, qu'il aille voir les gens, qu'il reste naturel et qu'il essaye vraiment d'apprendre à connaître comment fonctionnent les gens sans forcément émettre de jugement de valeur et donc qu'il aille parler vraiment en fait pour moi c'est quelqu'un qui a du cœur et donc de cœur à cœur. Après il le fait aussi, il est en train d'évoluer, il a amené la patte Instagram mais ça lui permet lui-même d'évoluer. Il a fait un reportage au Liban où il se retrouvait dans des endroits où peu de gens ont accès donc j'admire énormément ça chez lui et ouais je pense que il m'a inspiré en tout cas de ce côté-là et j'espère que dans ma manière de communiquer, on pourra retrouver quelque chose de similaire mais avec ma personnalité qui est forcément différente et je veux que ce soit il faut que ce soit vraiment bienveillant en fait. Je veux que vraiment ce voyage, on en retire quelque chose de positif, que ce soit pour moi, pour les autres, pour ceux qui me suivent, pour tout le monde un peu et que je revienne de ça et que en ayant réussi mon objectif principal, parce que ça c'est vraiment le truc, lever le plus de fonds possible, là je me dis waouh, là j'aurais tout gagné. Et je sais qu'il avait été je reviens sur Alexandre Gigot, il avait été dans les favelas, voir un peu les narcotrafiquants et les gens un peu dangereux. Est-ce que toi tu vas te laisser tenter peut-être si tu as l'occasion par exemple de rencontrer ce genre de personnes Bon, faut pas que je fasse peur à mes parents, donc j'aimerais te dire non, mais je pense qu'il y a toujours cette curiosité donc en moi qui va vouloir aller à la rencontre, mais comme lui le fait très justement, il s'est pas engouffré dans les favelas lui seul. Il a rencontré quelqu'un qui connaît ce type de milieu et qui lui a donné une porte d'entrée. Parce que dans ce genre de voyage, c'est très bien d'être curieux et de vouloir aller un peu partout, mais j'ai quand même l'intention de revenir et je ne veux pas prendre notamment de risques inutiles. Mais oui, si j'ai l'opportunité d'aller rencontrer ce type de personnes, de prendre des risques mais mesurés, oui, je pense que je le ferai. Je pense que je le ferai parce que ça m'attire. Ça m'attire. Mais je pense que même toi, tu le ferais. Toi, tu irais à la rencontre, voir, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Et je pense que on est curieux. Je suis profondément attiré par l'inconnu et par la découverte. Parce que
ça aide aussi à se forger, je pense, d'une certaine manière et d'enlever certains préjugés qu'on peut avoir au préalable. Parce qu'on est dans une société qui juge beaucoup. Et le fait aussi peut-être de faire ce genre de rencontres que je pense que j'aurais pas forcément fait en restant dans mon milieu, bah, en fait, ça te permet de prendre du recul sur tes propres jugements finalement. Et donc peut-être de t'améliorer en tant que personne, en tant qu'humain. Donc ouais, je pense que ouais, complètement. Tu sais, au fur et à mesure de ma réponse, j'ai ce truc qui me dit, j'ai cette pensée qui arrive en me disant ouais, est-ce que je vais le faire? Ouais. Et ça me rappelle une sorte d'anecdote qu'en fait, quand j'étais petit, je voulais être pape. Genre vraiment, je disais à mes parents, je voulais être pape. Et en fait, bon, la vie m'a très vite écarté de cette fonction religieuse. Et d'ailleurs, là, je veux plus du tout être pape. Mais en fait, j'y ai repensé dernièrement et je me dis, pourquoi tu voulais être pape? Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais être pape parce que j'aimais le fait qu'il rende les gens autour de lui heureux. Il y avait ce quelque chose où, dans le message qu'il transmet ou quoi que ce soit, ça se veut positif. Et donc finalement, je me suis dit, c'est ça. C'est ça. J'ai jamais vraiment voulu être pape, mais j'ai toujours voulu rendre les gens autour de moi heureux. Ouais, c'est une sorte d'empathie. Et je pense que pendant ce voyage, ce qui va être marrant, c'est que ça va être le contraire. Peut-être c'est les gens que je vais rencontrer, leur manière de vivre qui est extrêmement différente de ma manière de vivre actuellement, bah, c'est eux qui vont m'apporter de la consistance, du bonheur, de retrouver en fait ce bonheur dans l'essence des choses simples. Donc c'est assez. J'ai hâte de découvrir tout ça et en même temps peur. Donc, on va voir, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois, là, effectivement. Il y a peut-être un pays qui te fait plus envie qu'un autre? Ah ouais, moi complètement. L'Iran. L'Iran, ouais, c'est un pays qui m'a toujours fasciné. Pour plusieurs raisons. Je pense que la première chose, c'est déjà. J'ai fait des études d'histoire, donc c'est une des plus vieilles civilisations, la civilisation perse. C'est Alexandre le Grand, mon héros. Le sang. Tu connais. Lui, il a passé, dans le documentaire que vraiment j'ai vu et que j'ai poncé, il passe par Shiraz, Persépolis. Je dis ça parce qu'on se rend pas compte, mais le mec, à 16 ans, pendant que nous on est sur nos DS ou quoi que ce soit, le mec il a développé des techniques de guerre. Il a réussi à vaincre l'armée perse de Darius III, qui était considérée comme une armée des plus puissantes du monde et les plus organisées, même à Thèbes et toutes les choses comme ça, même les armées athéniennes, par sa force de stratégie. Et moi j'ai été de dire le mec, ok, il a 16 ans. Et bon, après, c'est pas du tout la même chose et peut-être qu'il y a beaucoup de choses néfastes chez lui, mais ouais, le fait d'avoir d'avoir découvert un peu aussi les villes d'Iran grâce à lui, que ce soit Shiraz, Tabriz, Persépolis, ça m'a donné envie. Et surtout, je pense que aussi c'est un peuple qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on a, de notre côté du monde, on a cette vision de l'Iran fermé et de tout ce que j'ai lu dans les blogs, dans les documentaires que j'ai vus. C'est en fait le pays où chacun est allé, où ils ont dit que la population était la plus accueillante, que il y avait une générosité, une hospitalité inégalable finalement. Et ça c'est quelque chose en fait qui m'attire et de découvrir en fait et de déconstruire les idées reçues qu'on a peut-être ici sur ce pays. En fait ça m'attire. Et encore une fois je pense que c'est lié à cette envie de découvrir l'inconnu. Donc voilà, ouais, vraiment je dirais l'Iran, et même pour sa beauté, ses paysages. Je suis quelqu'un qui est fondamentalement attiré par la beauté. C'est quelque chose qui me touche. Je pense que je suis quelqu'un de sensible, et donc c'est vraiment l'émotion, la caractéristique qui me touche le plus, qu'elle soit orale, qu'elle soit musicale, qu'elle soit de vue, et même de cœur. C'est cette manière. Je vais un peu. J'appréhende ce voyage un peu dans cette idée-là où je vais m'ouvrir au monde et je vais laisser le monde venir à moi.
Et oui, tu me disais que ouais, en Iran, je vais rester 2 mois parce que je compte aller travailler dans une ferme. Enfin, je compte faire du woofing, donc c'est travailler dans une ferme qui développe un peu l'agriculture durable et qui est centrée sur le bio. Et donc, si je peux rester un mois en Iran, découvrir un peu comment ils vivent et m'intégrer aussi d'une certaine manière, bah, enfin, c'est que du plaisir. Et surtout, ça me permettra aussi d'éviter la saison des moussons en Asie du Sud-Est, qui est juillet, août, septembre, et même d'éviter peut-être pédaler pendant les fortes chaleurs en Iran. Parce qu'on va pas se mentir, le climat c'est quelque chose à prendre en compte. Et je suis quelqu'un qui supporte très mal la chaleur. Ouais. Et pourtant j'ai décidé de prendre le pays du Sud. mais ouais, c'est là, ça va me permettre de me poser et de vraiment profiter aussi de ce voyage, parce qu'il y a cette notion de prendre ce que je peux prendre aussi dans ce projet, quoi. Tu te sens prêt? Non. Est-ce que je me sens prêt? Non, je me sens. Je sais pas. C'est une belle question parce que je sais pas. Je sais absolument pas si je me sens prêt. Enfin, c'est quelque chose. Je pense que c'est difficile à y répondre. Est-ce que en fait, d'un point de vue physique, j'ai pas peur parce que je sais que je suis quelqu'un de sportif, d'endurant. Même si le vélo, c'est pas forcément mon sport, je sais que je vais souffrir pendant les premières semaines. Et puis après, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Est-ce que je me sens prêt au niveau des brouillards? Au niveau pas perdre de courage ou quoi que ce soit? Je pense que ça, je le saurai quand je rencontre la première situation compliquée. Ouais. Et je pense qu'elle va arriver très vite. Je vais pas te mentir, déjà planter la tente. Parce que vraiment, je me lance dans un truc où je connais pas grand chose. J'ai jamais fait de voyage en vélo. Et je fais ça. Genre, c'est vraiment, je pense que j'y réalise pas en fait. Je suis dans mon monde. Je suis dans ma bulle. C'est welcome to my world. Let's do it. Et je vais partir là-dessus, quoi. Mais non, je suis pas sûr de réaliser. Pas encore. Et on verra, et j'espère pas forcément réaliser tout de suite et garder cette âme d'enfant. Et je pense que c'est ça qui fait que je réalise pas, parce que j'ai cette âme d'enfant qui fait ce voyage et est assez important pour moi de le regarder avec ces yeux-là aussi, parce que outre l'association et le fait de le faire pour moi, c'est aussi, je le fais pas que pour moi. C'est un rêve qu'on avait. C'est pas que mon rêve en fait. C'est un rêve que j'avais avec un ami qui m'est cher, qui est décédé il y a 4 ans. Et on s'était promis de faire ce tour, enfin de faire un tour du monde en vélo. Et là, je sais que, enfin, juste de le faire, il va être fier et il va m'accompagner un peu sur les routes. Et quand j'aurai du mal ou quoi que ce soit, bah, j'aurai toujours une bonne étoile qui veille sur moi. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de faire ce voyage, parce que ça comporte quelque chose qui est au-delà de moi, et je pense que dans la vie, on fait beaucoup de choses pour soi, et là, bah, c'est pas que le cas. Donc je suis vraiment assez fier de pouvoir mettre ce projet aussi un peu à disposition des autres. Ok. Merci Clément, et peut-être que, je sais pas, tu as peut-être un dernier truc à ajouter? Ouais, donc déjà, merci à tous ceux qui me suivent et vous m'avez donné une force incroyable et ça me permet de continuer. Et en fait, il y a toutes les informations et si vous voulez vraiment m'aider à accomplir mon objectif et à réussir ce voyage, vous pouvez m'aider de plusieurs manières, en parlant autour de vous, parce que plus je gagne en visibilité, plus j'ai de chances de lever le fonds pour la cagnotte, donc plus on peut acheter de vélos pour ses enfants. Vous pouvez directement participer à la cagnotte que vous retrouvez dans ma bio sur Instagram et bientôt sur ma page Facebook et sur le site que je suis en train de développer. Et juste envie de dire merci. Et en fait, cette aventure, je la fais pas tout seul et je le fais aussi avec vous. Et je pense que c'est cette chose collective qui va me permettre de réaliser l'objectif que je me suis fixé et qui est de lever le plus de fonds possible. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous partager toutes mes péripéties et j'espère qu'elles seront à la hauteur de ce que j'ai en tête et de la manière dont je vais vivre les choses, parce que ça va être, et je vous le promets, assez intense. Bah, merci Clément et merci d'être fou. Merci Sam.